Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la table de John Wills. Aujourd'hui, et avec beaucoup de retard, je m'en excuse, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu aussi un petit drame personnel, rien de grave. Je vous remercie de votre patience. Nous allons donc parler d'Andor et de sa maturité. Andor, la série qui apparemment n'a pas eu le succès escompté. What? La série qui, apparemment, est enfin du bon Star Wars sous Disney. La série, tout simplement, géniale. Pour quelle raison? Eh bien déjà parce que Andor serait une série au ton mature, adulte, sans fanservice, et qui enfin, et c'est le sujet principal de cette vidéo, serait enfin la série qui brouillerait les lignes du manichéisme de Star Wars. Il y en a des choses à dire. Chers fans de Star Wars, vous le savez, je ne suis pas un cinéphile averti. Je me garderai bien de dire que j'ai tout compris à Star Wars, et vous non. Mais quand même, à celles et ceux qui tiennent ces propos, qui nous disent que Andor, enfin, se débarrasse du manichéisme de Star Wars. Mais sous quel angle percevez-vous la saga? Avons-nous vu les mêmes films? Ne vous seriez-vous pas laissé embarquer par la forme de Star Wars qui est celle des serials des années 30 pour ados, et donc peut-être passer sans le vouloir à côté de sa richesse qui lui assure, selon moi, sa longévité? Et de la même façon, est-ce que vous ne vous feriez pas embarquer par la forme pseudo-mature d'Andor et du coup n'en voyez pas forcément les limites? Et il faut bien rappeler une chose, la saga de base, donc les 6 films, et je vais même aller jusqu'aux séries animées, elle était tout sauf manichéenne. Manichéen. Encore un adjectif qui est aujourd'hui victime d'un raccourci de la pensée employé à tort et à travers. Le manichéisme est, dans son acceptation contemporaine, au sens figuré et littéraire, une attitude consistant à simplifier les rapports du monde, ramener à une simple opposition du bien et du mal. Le sens original du terme renvoie quant à lui à la religion antique du manichéisme, en gros à la religion du prophète Manès. Salut Manès. Alors je vais essayer un petit peu d'expliciter là ce que j'ai dit. Pour le prêtre et sociologue Jacques Grandmaison, super nom, l'esprit manichéen transforme toute distinction en opposition et ramène systématiquement la complexité du réel à deux termes qui s'excluent. J'ai perdu tout le monde? Alors oui, on va reprendre un exemple, ça va encore mieux vous parler et illustrer ce que je viens de vous dire. C'est pas que je pense que vous êtes con, mais moi-même en lisant la phrase, il me faut un exemple derrière. Voilà, donc nul mépris là-dedans. Alors, un exemple. Dark Vador de la trilogie originale commence dans le camp des ennemis, des méchants, hein, voilà, pour le dire comme ça, puis il revient vers le bien à la fin. Déjà à partir de là, on dépasse une opposition excluante du bien et du mal. Sauf pour ceux, effectivement, qui n'y arrivent pas. Et vous diront que Anakin et Vador sont deux personnages différents. Rien de plus faux. C'est le même personnage qui ne fait que changer de nom, de nature, évolue, selon une ligne dramaturgique, et il n'est pas le seul à échapper dans la trilogie à cette opposition excluante. Luke manque de sombrer du côté obscur, puis change d'avis. Lando trahit ses alliés, ses anciens amis, puis change d'avis. Si vous voulez une saga plus manichéenne, pour le coup, va peut-être falloir aller voir du côté du Seigneur des Anneaux. Me tapez pas dessus. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Mais dans sa manière de traiter le bien et le mal, on a juste un anneau qui corrompt le porteur, mais ce n'est pas le porteur qui décide de changer de nature. C'est malgré lui. Un mal, un bien, une corruption qu'on ne choisit pas vraiment qu'on subit. C'est déjà plus excluant. Puis pour le projet de Sauron, c'est pas vraiment d'apporter l'ordre au sein d'un système qu'il juge hypocrite ou corrompu. C'est juste qu'on veut tout foutre en l'air parce que on est les méchants, on fait partie de toute une symbolique du mal, des ténèbres, etc. On a peut-être Saruman qui aurait pu nuancer tout ça parce qu'il change de bord apparemment lui de lui-même, un petit peu par désespoir face à la force de Sauron. Mais comme il est tout de suite amené comme un antagoniste dans le film, il ne dérivera pas ensuite d'un pouce de cette ligne. Alors que dans Star Wars, chaque chute du côté obscur est le reflet d'un choix. Un choix, attention, mais qui fait pas forcément du bien, qu'on fait pas forcément avec le sourire, mais ça reste un choix. Excepté pour Darth Maul, qui lui, effectivement, est entraîné à la haine depuis sa naissance, il est complètement endoctriné, il n'a eu aucun choix, il n'a aucun libre arbitre. Mais si on met Dooku, si on met Anakin, à un moment, ils font le choix de basculer et de se ranger, de vendre leur âme au diable. Concrètement, c'est ça. Pourquoi Star Wars n'était pas manichéen déjà à la base? Parce que Star Wars est une œuvre qui nous dit que l'émotion, certaines émotions, peuvent amener à des drames.
Alors que les sentiments guidés par une morale, on va dire positive, permettent des progrès, et que cette propension à mal agir, à cause de nos émotions, et aussi notre égocentrisme, en fait, elle est en chacun de nous. D'où la nécessité d'avoir une morale positive pour contrebalancer. Et attention, j'en vois venir certains, dès qu'on parle de morale, on va limiter ça souvent à une vision un petit peu judéo-chrétienne, moralisatrice, ou tout simplement le monde des bisounours. C'est pas du tout ça. La morale est une chose bien plus compliquée et cette vidéo ne suffirait pas à tout expliquer, mais voyons déjà comment Star Wars le traite. Obi-Wan nous dit que toute vérité dépend de notre point de vue. So what I told you was true, from a certain point of view. Mais regardez, Palpatine le dit aussi. The Jedi use their power for good. Good is a point of view, Anakin. The Sith and the Jedi are similar in almost every way. À partir de là, déjà, il y a question, il y a réflexion. La question, c'est arriver à dégager à quel moment on est en train de bien faire pour les autres, mais aussi pour soi, et à quel moment on se leurre, juste pour un intérêt personnel, par exemple. À quel moment on construit un enfer pavé de bonnes intentions. I found a way to save you. Cette morale n'est pas une vérité toute faite, c'est un cheminement, une voie à trouver, à laquelle contribuer et s'y adapter, mais surtout pas comme un dogme figé. Et on a un personnage qui illustre ça très bien. Rey Skywalker. C'est Luke Skywalker qui s'émancipe des dogmes de ses maîtres et essaye de trouver sa propre voie pour faire le bien parce qu'il croit en une cause qui lui semble juste, c'est que son père a encore du bon en lui. On aurait pu parler de manichéisme si Luke s'était contenté de suivre les préceptes de ses maîtres, que Vador était effectivement un salaud tout le long et qu'il fallait tout simplement le tuer. Là, vous voyez bien que c'est plus nuancé que ça. Et ce n'est sans doute pas un hasard si dans sa prélogie, George Lucas nous montre un ordre Jedi déchu qui chute, entravé d'ailleurs par ses propres dogmes. The code forbids it. Réduire le bien et le mal de Star Wars à une lutte, à une opposition, est superficiel, et ce, dès le second film, l'Empire contre-attaque. Je sais, c'est le 5e, mais le second à être sorti, vous m'avez compris. Dark Vador, machine sans âme et meurtrier du père de Luke dans Un Nouvel Espoir, se voit soudainement donner une humanité sous le masque, puisqu'il est le père. Et il n'a donc pas toujours été ce méchant horrible et complètement unidimensionnel. Et même dans le premier film, en fait, si vous voulez, si on veut aller taper un petit peu dans le détail, parce que la nuance de Star Wars est dans le détail, eh ben Dark Vador est le seul à remettre en cause le pouvoir de l'étoile de la mort. Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. Dénonçant la confiance excessive des impériaux en leur technologie au détriment du monde de l'invisible, de la foi, de la force. Même si lui maintenant c'est devenu la foi en le côté obscur et que sa foi du coup est pervertie, et bien pourtant il suit ici une philosophie quelque part assez proche de Obi-Wan Kenobi, son ennemi pourtant mortel. La force est au-dessus de la technologie. Use the Force, Luke. Let go, Luke. Ce sont les liens d'amour qui perdent Anakin, mais ce sont eux aussi qui le sauvent. Cela apporte une nuance. C'est pas juste aimer c'est bien ou c'est pas bien. Comme on le voit, ça dépend des circonstances, ça dépend de ce qu'on fait de nos émotions et de leurs intentions. Donc cela permet de réfléchir sur ces liens d'amour. Qu'est-ce qui le rend dangereux ou au contraire salvateur? On est déjà loin du manichéisme pour moi ici. La prélogie est clairement d'ailleurs la trilogie qui a permis aux nuances de grandir, de s'approfondir et au manichéisme carrément de disparaître. Parce que le manichéisme, c'est aussi apprécier les choses selon les principes absolus du bien et du mal, sans nuance et sans état intermédiaire. On parlera alors d'une analyse manichéenne de la situation. C'est-à-dire comme Obi-Wan qui nous dit « He's more machine now than man, twisted and evil. » Et on peut comprendre qu'il en arrive là, vu jusqu'où est allé son ami, bien sûr. Si on prend aussi les Sith et les Jedi, tous les deux, ils tendent vers des absolus avec la guerre des clones. La République, ce sont les gentils, et les séparatistes, ce seraient les méchants. Mais c'est faux. On a surtout deux camps qui ne s'entendent pas et ont des différends. On a un épisode de The Clone Wars avec le Sénat séparatiste qui le montre très bien. Vous voyez que être séparatiste n'est pas forcément être un méchant. En revanche, les deux factions ont à leur tête des sacrés fouteurs de merde, des Sith, Dooku et Palpatine, qui se servent des organisations commerciales cupides pour
eh bien, encourager la guerre et éradiquer le système démocratique. Et tout ça pour servir leurs propres intérêts, même si pour eux c'est amener l'ordre, la paix et le calme dans la galaxie. Once more, the Sith will rule the galaxy. And we shall have Là où les Jedi font une erreur, ils ne se bornent qu'à protéger que la République. Un dogme, encore une fois, un principe et non une valeur. Et le seul qui échappait à ces dogmes et ces principes et était plus proche justement des valeurs positives qui étaient par exemple la compassion, l'aide à autrui, eh bien c'était Rey Skywalker. Qui-Gon Jinn. Yoda et Obi-Wan ensuite, ils ont à leur tour révisé leur positionnement par leur exil. Into exile, I must go. Failed, I have. Et encore, malgré tout ça, Obi-Wan voit encore Anakin comme un être qui est mort et Vador comme une autre personne mauvaise qui n'a rien à voir avec son élève. On voit que les Jedi, comme les Sith, à travers toutes ces situations, tendent encore vers des absolus. Ne serait-ce que cette phrase. If once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Consume you it will, as it did Obi-Wan's apprentice. Les Jedi, tout héros et bienveillants qu'ils sont, démontrent ici leur analyse réduite d'une situation. C'est une similitude avec les Sith en ce sens, car Palpatine tient les mêmes mots qu'eux. By now you must know your father can never be turned from the dark side. So will it be with you. Tu basculeras, c'est ton destin, blablabla, le côté obscur c'est trop fort et y a rien qui peut l'arrêter. Ton père, il est entre mes mains et il ne changera pas de bord. C'est les mêmes mots. Les intentions sont différentes, les natures sont différentes, mais ils voient les choses de la même manière et ils ont quelque part le même défaut. Donc avec tout ce que j'ai dit ici, et ce ne sont que quelques exemples, on peut déjà constater que non, Star Wars n'était pas manichéen. La saga pose des repères moraux, ça c'est indubitable, des valeurs, mais à faire la différence entre les valeurs et les principes figés. Elle pose des questionnements, explore des thèmes qui, avec sa conclusion dans le Retour du Jedi, achève de ne pas opposer bien et mal de façon binaire et réduite. Star Wars nous a toujours dit que le bien et le mal ne sont pas absolus. Le mal est en chacun de nous. Et il faut l'accepter. Pourquoi ? Pour le transcender. C'est une morale positive que de devoir accepter le mal pour le transcender, mais ce n'est pas excluant. C'est pas bien d'un côté et mal de l'autre, et l'un est pas bien, faut le sortir de notre vie, et l'autre, oui c'est génial, et il faut absolument que aller vers ça. C'est plus complexe que ça. Les deux existent, les deux vont ensemble. Il faut composer avec les deux pour garder un équilibre. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'équilibre de la force. Je vous renvoie vers Je vous renvoie vers ma vidéo de l'équilibre de la force si vous ne l'avez pas vue. Donc, si vous voulez du manichéisme, en vrai, là il faut regarder la postologie. Ta gueule! Ou la série Obi-Wan Kenobi. Hello there. Wesh bro, c'est pas ta faute, c'est la mienne. Je ne suis plus dépressif. Voilà, ça c'était pour Star Wars en général. Donc non, il n'y avait pas besoin d'Andorre pour que Star Wars gagne en nuances et en complexité. Et puis on risque de me dire, oui mais bon, Star Wars ça reste quand même un monde de bisounours, avec des gentils rebelles et des méchants impériaux, alors que dans Andorre, la rébellion a enfin un visage plus sombre. Mais c'est ça que vous attendiez d'une œuvre Star Wars ? Pour que selon vous, elle dépasse le simple cadre du manichéisme ? En fait, il fallait salir la rébellion ? Et c'est forcément le fruit d'une bonne écriture. Lucas, dans la prélogie, n'a pas sali les Jedi pour se donner l'air adulte dans sa prélogie. Non, parce que ça aurait été si facile, en fait, de les déconstruire de la sorte. Eh, vous avez vu, en fait, les Jedi, eh ben c'est des salauds, pour qui la fin justifie les moyens. Exactement comme les Sith. Ouais, ok, mais c'est quoi le propos derrière ? Et du coup, c'est quoi le message final du Retour du Jedi quand tu sais ça ? Est-ce que ce message se serait bien inséré avec la trilogie originale ? Ou est-ce que c'est juste une posture de style pour se donner l'air adulte et complexe ? Parce que regardons ce qu'était la rébellion à la base. Les rebelles dans Star Wars, c'était un archétype moral. Je le rappelle, ils sont le concept d'un univers fictif porteur de sens, et la façon de les dépeindre ici rend le discours de la trilogie originale complètement inutile. C'est pas de montrer un côté noir qui aurait existé dans la Révolution qui est un problème. Au contraire, on peut le montrer. Mais ma question, et surtout avec la saison 2 qui va se pointer, est-ce que la série va se borner à cet état de fait sans s'insérer sur les rails du projet positif, qui est censé être la rébellion, qui doit symboliser la possibilité d'un renouveau plus sain, et des difficultés pour arriver à ce renouveau. La nuance, est-ce que ce serait pas plutôt de mettre en opposition deux façons
d'envisager la rébellion et de poser des questions là-dessus. On aurait pu montrer les avantages et inconvénients d'une façon d'envisager la rébellion, des deux façons d'envisager la rébellion. Et là tu poses des questions, et là tu portes une réflexion sur le cheminement de la morale positive, comment on fait pour rendre ce monde meilleur. Sinon, je suis désolé, c'est juste une posture stylistique pour se donner un air adulte, parce que, on brouille les pistes, mais à quelle finalité, merde. Salir la rébellion pour faire plus adulte, pour moi, c'est pas très pertinent, et c'est pas du tout dans la continuité du sens de la saga, et c'est pas très mature d'ailleurs non plus. Parce que la nuance ne peut se contenter de juste passer du noir au blanc ou inversement. Anakin n'est pas devenu un héros tout pur dans la prélogie, pour subitement devenir un salopard. Les Jedi sont pas devenus des connards cachés, du moins pas tous. Et encore une fois, la série pose des nuances. Oui, il y en a qui le sont devenus, il y en a ils ont basculé. On a le général Pong Krell dans The Clone Wars qui en est un bon exemple aussi. C'est là qu'est la nuance. Pas tous, mais certains, oui, ont vu leurs démons émerger. Anakin, Dooku, Krell, Barry Sophie, effectivement, parlons-en. Réinstaurer l'ordre dans un gouvernement corrompu et dénoncer un ordre qui défend plus un système que la vie, sauver celles et ceux qu'on aime, se complaire dans une vision noire et fataliste où la chute est inévitable, faire payer aux Jedi leur propension à rentrer dans un conflit guerrier et souligner leur hypocrisie. Tous ont des motivations compréhensibles. On aurait pu tous être ces gens-là. On pourrait être à leur place. Mais j'ai envie de dire, heureusement, on peut ne pas être d'accord avec eux, même si on comprend. À un moment, ça va trop loin. Et dans Andor, on a un personnage qui reflète pour moi totalement ça. Ce leader rebelle, Lucen, qui emporte le propos, devient comme son adversaire. Le sujet, attention, est intéressant à traiter. Mais attention, cela ne doit pas devenir une fin en soi. Un rebelle sans morale, qui est comme l'Empire, au bout d'un moment, selon moi, doit être écarté de la rébellion, car il devient ce qu'il combat. Donc on va parler de Lucen, parce que pour moi il symbolise ce problème. Il tient un discours, un monologue, qui est bien écrit d'ailleurs, mais quelle est la position de l'auteur avec ce discours ? Rappelez-vous, le bien est une question de point de vue. Star Wars nous a déjà montré ce qu'on peut devenir si on décide de suivre la rapidité pour atteindre ses objectifs, aussi louables soient-ils. Qui sont les auteurs de la série Andor pour nous dire « Oui, il faudrait sans doute devenir ainsi pour combattre un ennemi trop fort ». Et ce sans le confronter à une autre possibilité, qu'ils ont éludée pour l'instant dans leur première saison. D'abord, il y a le message délivré. Qui serait George Lucas pour nous dire « Oui, un bon génocide, c'est bon pour l'équilibre ». Vous savez quoi, même si c'est vrai et que c'est dans ce cas-là une espèce de loi divine, ni bonne ni mauvaise, qui ferait le tri entre les différentes vies de façon complètement indifférente, effectivement, moi qui suis-je pour venir remettre ça en cause? Je suis pas Dieu, donc je suis personne, je suis qu'un humain, et c'est précisément parce que je suis qu'un humain, et donc pas omnipotent, pas divin, pas omniscient, ni avec une connaissance totale et absolue des lois de l'univers, je vais certainement pas écrire moi un truc pareil, et dire... Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut décider de ce qui peut vivre, de ce qui peut mourir au nom d'un bien qui ne sera jamais que celui de mon point de vue subjectif, que je me garderai bien, en plus d'encourager, dans une œuvre ou quoi que ce soit d'autre. J'essaierai de faire plus dans la nuance. Deuxième point, le réalisme de la série qui justifie cette rébellion beaucoup plus sinistre. Et là, ça saoule, parce que c'est un des aspects qui prouve que cette série souffre bien du manichéisme dont elle est censée s'éloigner. Je m'explique. Comme si être réaliste, ce serait être seulement cynique. Mais il existe bien des exemples qui nous montrent bien que même si toute guerre est amorale, eh bien tous ceux qui la font ne sont pas des salauds et font parfois la différence. Nous allons parler ici de Georges Guingouin. Georges Guingouin a une histoire liée à la guerre. Il avait à peine 1 an et demi quand son père est tué pendant la Première Guerre mondiale. Il ne l'aura donc jamais connu. How did my father die? Et non, son père ne sera pas devenu le bras droit d'Hitler. Sa mère, directrice d'école primaire, fille d'ouvrier de porcelaine, ce qui pour l'époque est une position sociale plutôt importante, l'élèvera pour qu'il devienne lui aussi instituteur. Position sociale aussi importante quand il l'obtient dans les années 30. Pendant sa formation à ce métier, il se convertit aux idées communisme et adhère au Parti communiste français. Son physique, plutôt grand et carré, lui donnait l'allure d'une force tranquille.
Avant sa mobilisation, il fait cacher le matériel pour éditer des tracts, mais surtout détruit la liste des adhérents des cellules du Parti communiste français. Bonne précaution, car pendant qu'il était au front, une perquisition visant à obtenir ces noms a été effectuée. Ces agents repartiront broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Et ainsi on peut dire qu'il a certainement sauvé un tas de gens. Au front, alors qu'il est blessé, la ville de son hôpital va être attaquée par les Allemands, et donc, devant le risque d'être fait prisonnier ainsi, il fuit l'hôpital par les jardins sous la mitraille. Il entre dans la clandestinité, ses actions sont avant tout contre le système de Vichy, et consistent en des actes de sabotage des industries utilisées par l'occupant allemand pour son effort de guerre. Toujours avec un sens de la mesure, mais en étant parmi les commandos. Allez, viens, Bennett. On va se marrer. Ces actions, comme par exemple saboter un viaduc pour empêcher que des gens de campagne ne partent en Allemagne pour le service de travail obligatoire, seront évidemment très populaires. Ce faisant, bien que les conditions de vie dans le maquis étaient franchement rudes, vie en forêt, déplacement de nuit, etc., ils seront souvent ravitaillés par la population. Devant tous ces succès, la police de Vichy est enragée, mais la population se tait, offrant un bouclier au maquis. Cependant, cette action clandestine l'amène à s'opposer à la direction du Parti communiste français sur la manière de la conduire, et ça va lui coûter un petit peu plus cher plus tard. On y reviendra. Surnommé le préfet du maquis, il organisera même des mesures sur les fabrications du pain pour éviter les abus du marché noir. Un des grands moments fut, grâce à des renseignements donnés par un haut responsable de la Banque de France, le détournement d'une grande somme d'argent pour la résistance, le tout sans réelle violence. En 1944, le maquis a une énorme influence et des bataillons allemands sont envoyés pour lutter contre ces terroristes. Guingouin refuse cet affrontement direct et disperse pour un temps ses troupes. Ça nous change déjà pas mal de Lucen ou de Saw Gerrera. Continuons. Dans le même temps, la gendarmerie de Vichy, face au problème, disons qu'elle arrive à un espèce de modus vivendi avec le maquis. Puis arrive la grande victoire. Le Parti communiste français lui ordonne de prendre le village de Limoges. Mais là, il refuse, parce qu'il se souvient que la libération trop précoce de Tulle avait abouti à une reconquête et à des représailles plutôt sanglantes. Guingouin va temporiser, puis assiéger la ville en demandant la reddition des soldats allemands. Une stratégie qui fut gagnante parce qu'il libère ainsi la ville sans coup de feu. Most impressive. Par la suite, élu maire de Limoges, il dit lutter contre des règlements de compte des anciens de Vichy et du Parti communiste français, pour qui il était un électron trop libre, et il sera donc exclu du parti. Je vous l'avais dit, ça allait lui coûter plus tard. Dans ces règlements de compte, le plus intéressant fut la justice. Les mêmes qui, sous Vichy, ont été du côté de l'occupant, ont décidé d'une cabale contre Guingouin pour lui mettre sur le dos la responsabilité du meurtre de 2 paysans. Et là, il sera incarcéré. Et au cours de cette incarcération, il sera tabassé à coups de gourdin pendant 30 minutes par le surveillant en chef et d'autres surveillants, laissé complètement à l'article de la mort. Transféré à Toulouse pour y être soigné avec une forte mobilisation, il sera libéré de prison. Les accusateurs verront ensuite révéler leur histoire durant l'occupation par des résistants. Enfin, la chambre des mises en accusation de Lyon lui accorde un non-lieu le 13 novembre 1959. Le substitut du procureur a déclaré à cette occasion ne pas comprendre, en son âme et conscience, qu'on ait engagé des poursuites contre lui. I love democracy. Et cette décision lui permet de retrouver son gagne-pain d'instituteur. Donc avec tout ça, que dire de Georges Guingouin? Un homme de combat, proche de ses troupes, un stratège hors pair, qui n'a jamais cherché le profit immédiat et a toujours privilégié la morale. Son action était toujours avec la population pour des objectifs bien ciblés et populaires. Pousse-toi à toi! Vous en voulez d'autres? Suite à un attentat réussi contre Heydrich, un commando s'était réfugié dans une église où il trouvera la mort. L'évêque qui traînait par là dans le coin, qui n'avait rien, mais alors rien à voir avec cet attentat, s'est dénoncé aux occupants allemands pour éviter que les populations civiles ne soient encore plus victimes de massacres. Malheureusement pour lui, il fut fusillé. On a aussi des gens comme Maurice de Seine qui refuse de sauter de son avion en parachute et de laisser son mécanicien russe mourir lors du crash de l'avion. Il désobéit alors à un ordre direct lui disant de sauter, refuse la supplique de ce mécanicien qui lui demande de le faire. Il essaiera de se poser quand même et mourra. Encore une fois, oui, la guerre est amorale, ça ne veut pas dire que tous ceux qui la font le sont, surtout dans les luttes de libération.
Et c'est bien le cas avec la lutte contre l'Empire qui a fait du Sénat une espèce de plaisanterie et empêche par là toute solution diplomatique. Donc Andor, au lieu de jouer les kékés là, du Star Wars pour adultes à base de « Ah, les connards sont partout, on fait du sombre », pouvez nous rappeler que toutes les guerres ne se valent pas, ce serait déjà pas mal. Et que la guerre ne transforme pas tout le monde en un être détestable. C'est un fait établi. Pour reprendre les mots de George Lucas qui parlait ni plus ni moins de l'empereur lui-même, qu'on n'est jamais le méchant de sa propre histoire. Palpatine a une vision de ce qui est bien pour avoir la paix. Tout comme Lucen de son côté justifie ses méthodes pour le bien commun, la liberté, etc. Et en plus Lucen, il se la joue genre héros maudit. C'est à nous, public, de pas se laisser embobiner par cette espèce de facilité que représentent ces absolus d'écriture, et surtout pas, comme Lucen, en vendant une espèce de vision romantique maudite du libérateur qui, pour moi, est carrément néfaste. Donc si Andor veut vraiment parler de ce sujet de façon réaliste, ou en tout cas au moins nuancée, qu'il commence par vraiment lire sur ce sujet et à poser des nuances. Et qu'il se contente pas de faire un truc auquel les productions Disney sont finalement assez habituées, même si sur la forme ici ça change. En fait, qu'est-ce qu'ils font Disney depuis le début ? Tout simplement la déconstruction du mythe. Et ici c'est la déconstruction du mythe, du concept, de l'archétype qu'était la rébellion. Parce que rappelez-vous, les rebelles finissent par gagner, pas parce qu'ils sont aussi vicieux, ou plus forts, mais bel et bien parce qu'ils défendent un idéal porteur d'espoir et de vie. Les rebelles connaissaient le terrain, et ils sont soutenus par le peuple, parce que des salauds n'auraient pas le soutien du peuple. Vous aimeriez, vous suivriez, vous, des gens qui sont comme ça ? Mais ils peuvent totalement vriller ensuite, au nom du bien. Attention, la recherche du bien commun, souvent ça dérape, l'histoire l'a souvent montré. Leur victoire devait avoir le sens, fin des absolus, la victoire des rebelles je parle. On arrête de manier la vie des autres selon son point de vue sur la politique ou la façon de faire la guerre. C'est le sens de cette fable, qui veut nous amener à un espoir possible. Et eux, là, ils arrivent avec leur série, et en fait, le visage de la rébellion, c'est « j'ai choisi d'être un connard pour le bien universel ». Le discours, je suis désolé, par exemple ici, est immature. Dire ça, c'est on a vraiment un mec qui cherche en fait à justifier ses errements et mauvaises décisions, et son discours est le type de ce que Lucas dénonçait dans la prélogie, à savoir l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce personnage vient tout foutre en l'air. Discours donc du type, clairement du côté obscur, car son comportement est bel et bien une facilité. Et je dis pas encore une fois que, ah bah oui, si j'étais en pleine guerre, moi, j'aurais pas le même discours, mais c'est fort possible. Encore une fois, je l'ai dit plus haut, le mal est en chacun de nous. On peut se reconnaître en lui. Mais que l'œuvre nous dise, il y a que ça et c'est la solution, bah si c'est ça, je vais avoir un problème. Vous comprenez la différence ? Mais en tout cas, tout ça entre en contradiction avec le propos de George Lucas qui n'avait en soi, pour moi, rien d'immature, rien de manichéen. À partir du moment où le symbole du mal incarné auquel plus personne ne croit, même pas lui-même, finit par reprendre conscience de ses responsabilités de père, de Jedi, il a quand même tué des enfants, et Lucas nous dit quand même, mais le pardon est possible, rien n'est jamais définitif. Encore une fois, il n'y a pas d'absolu. Et ça, c'est un message de Star Wars qui me porte un petit peu chaque jour. Rien n'est définitif, rien n'est jamais totalement perdu. Faut arriver à faire face à sa part d'ombre, et je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Je suis loin d'être pur, je suis loin d'être ultra gentil, je suis loin d'être totalement serein dans ma vie. Mais ce propos-là, pour moi, il avait du sens, et y tendre, c'est, je pense, qu'apporter Star Wars de plus positif à ma vie. Et Andor, pour moi, n'apportera rien qui résonne autant. Parce que Andor se vautre dans de la facilité. Et ça, la déconstruction du mythe, faut bien comprendre une chose, c'est le contraire de l'enrichissement. Sous Lucas, qu'on soit fan des idées ou non qu'il a eues, chaque épisode enrichissait le mythe. Le premier qui vient chouiner sur les midi-chloriens, il va m'énerver. Ça, on en parlera de ça aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? En fait, on expurge l'imaginaire de Lucas, on s'adresse qu'à la première génération de fans qui veulent que la saga grandisse avec eux, d'où ce ton plus, et j'ouvre des guillemets, adulte, parce que la superficialité de ce simple visage de la rébellion montre justement l'escroquerie et le manque de maturité derrière cette écriture. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur Andor, c'est un sujet qui est complexe, mais là je pense qu'on va faire une pause, la vidéo est déjà assez longue comme ça, je vous en prie n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, je pense que ce sera intéressant. Et j'ai une vidéo qui va être un peu plus courte et positive sur un autre sujet qui arrive, histoire que je passe pas que pour un vieux con qui passe son temps à râler. Merci à Nico et Nico, mes collaborateurs de toujours. Je vous laisse partager, je vous laisse liker, je vous laisse commenter, je vous laisse vous abonner, je vous laisse me faire un bisou sur... Non, on se connaît à peine. Prenez soin de vous et à bientôt.